Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Mardi, le parquet général a requis 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen dans le cadre de son procès en appel sur les assistants parlementaires européens du FN. Naturellement, il reste encore à attendre la décision finale, ça va se passer avant l'été, mais la porte de la présidentielle semble néanmoins en train de se refermer pour Marine Le Pen. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Alors, je ne sais pas si la porte de la présidentielle est en train de se refermer. En tout cas, celle du palais de justice, elle, reste bien ouverte. Parce qu'effectivement, le procès vient de se terminer. Les débats ont pu avoir lieu. Les conclusions seront, elles, apportées d'ici quelques mois, a priori avant l'été, si j'en crois ce qui a été relaté. Et le temps qui s'inscrit maintenant est un temps où la justice doit pouvoir se prononcer, délibérer, argumenter ses conclusions de façon apaisée et sans avoir aucune pression, quelle qu'elle soit. Il y a un an, lors du procès en première instance, Gérald Darmanin a expliqué qu'il serait profondément choquant, je le cite, que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Il est aujourd'hui garde des Sceaux. C'est pas gênant d'avoir dit ça ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est, je vais pas venir vous commenter les phrases des uns et des autres. Moi, ce que je dis, c'est ce qui est un truc choquant, c'est qu'effectivement, nous avons ici un système qui a été mis en place, le système Le Pen, pour détourner des fonds publics. Il y a eu une condamnation en première instance. Nous allons voir aujourd'hui ce qui sera dit suite au procès qui vient d'être lieu. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence sur laquelle je ne reviens pas, mais je pense que ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que nous avons un parti extrêmement important en France, qui pèse plus de 120 députés à l'Assemblée nationale, mais bien, qui nous révèle son visage depuis quelques mois. Procès pour détournement de fonds publics, soumission aux puissances étrangères, et puis, des personnalités problématiques à répétition qu'ils engagent sur les campagnes législatives et municipales. C'est ça aujourd'hui qu'on doit regarder, et c'est ça qui est choquant. Dans le cas d'une présidentielle, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est-ce que ça fait une grosse différence ? Est-ce que, pour le Bloc central, c'est pas tout à fait la même campagne ? Écoutez, pour le bloc central, je ne sais pas réellement ce qu'on entend par bloc central, mais en tout cas, les gens qui ne sont pas du Rassemblement national ou de la France insoumise, le premier projet, c'est pas de se positionner par rapport à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ils sont en tête dans les sondages, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison, ils sont en tête dans les sondages et on ne doit pas l'oublier. Mais pour autant, est-ce que notre seule démarche politique doit se résumer à se positionner par rapport au Rassemblement national ? Je pense que de faire ça, c'est une faute et, c'est la défaite assurée. Alors, Édouard Philippe est déjà déclaré candidat. Il semble que Gabriel Attal soit dans les starting blocks. Bruno Retailleau pourrait lui aussi se déclarer candidat dans les semaines qui viennent. Gérald Darmanin réfléchit. Vous allez faire comment pour départager tout ce petit monde ? Moi, j'entends beaucoup aujourd'hui, parmi ces personnalités d'ailleurs que vous venez de citer, d'appels à une primaire pour faire barrage au Rassemblement national, comme vous venez de le préciser. La gauche s'organise, elle a mis Justement. au point une primaire pour octobre. Oui, mais je pense qu'il faut faire attention. Résumer 2027 un simple réflexe anti-RN ou un bloc central, quel qu'il soit, devrait s'entendre sur un nom à défaut du fond, c'est la défaite assurée, c'est une faute politique et c'est une faute stratégique. Pourquoi ? Parce que oui, le Rassemblement national, on le combat politiquement. Mais c'est pas un slogan de campagne, c'est pas une ambition pour la France, c'est simplement le rappel d'une ligne rouge. Et s'entendre sur une primaire, sans parler du fond, sans parler d'axe programmatique avant cela, ça va engendrer un débat de querelle de personnalité et jamais un débat Donc vous, ce que vous dites ce matin, c'est que vous êtes contre. Mais en même temps, je dis simplement... si le bloc central est éparpillé, c'est assuré de ne pas figurer au second tour, vous le savez bien. Est-ce que vous me voyez, moi, tracter pour Bruno Retailleau ? Je vous laisse la réponse. Non, mais excusez-moi de le dire un peu frivolement comme ça. J'entends à longueur de journée, là, depuis quelques semaines, le principe d'une primaire. Mais de qui à quoi ? Alors, ça serait de qui à qui ? Moi, je propose pas la primaire. Donc, je vais laisser celles et ceux qui le proposent aller jusqu'au bout du réflexe. Mais attention, parlons du quoi avant du qui. Sinon, on va refaire les mêmes erreurs qu'ont pu faire par le passé la droite et la gauche, 2017-2022. Récemment, Gérald Darmanin a tiré à boulet rouge sur Gabriel Attal, alors sans prononcer son nom, mais en pointant le narcissisme qui l'emporte chez certains. Il est narcissique, Gabriel Attal, parce qu'il veut être candidat à la présidentielle ? Je ne sais pas si Gérald Darmanin ciblait Gabriel Attal. C'était une question qui était sur Gabriel Attal. Pardonnez-moi, mais je ne vois même pas en plus dans quel contexte on pourrait dire ça et dans quel propos il pourrait tenir cela. Je me réserve sur cette réponse. Mais pour vous, c'est le bon candidat, Gabriel Attal ? Si vous me posez la question à moi, moi je pense, et oui je souhaite, qu'on puisse compter sur Gabriel Attal en 2027. Pardon, mais aujourd'hui c'est le seul
homme politique, c'est la seule personnalité politique qui refuse l'immobilisme, qui, peu importe là où il est, a toujours déjoué le pas de vague et le voyons ça plus tard. Enfin, il a été au budget, il a lutté contre la fraude, il a été au ministère de l'Éducation nationale, il en a fini avec le pas de vague. C'est le premier. Oui, mais ensuite, après, il a été appelé à Matignon. On fait quoi? On refuse. Et à Matignon, il a retrouvé quoi? Une crise agricole. Il y a répondu, d'ailleurs. Même les représentants de ce monde le disent eux-mêmes et vos confrères journalistes aussi. Donc, à un moment, je dois dire, il faut continuer à avancer. Et le seul qui, aujourd'hui, pas réduit à faire du commentaire sur une éventuelle primaire pour 2027 et qui est résolument engagé sur une action politique depuis là où il est, l'Assemblée nationale, pardon, c'est Gabriel Attal. Et est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse, Sébastien Lecornu, candidat du Bloc central? Après tout, la France a un budget, c'est bien grâce à lui. Il a réussi l'impossible. Et, ça veut dire qu'il est bon? Alors, on pourra parler de ce budget si vous voulez. Maintenant, si M. Lecornu a des ambitions pour 2027, tant mieux. Moi, je préfère qu'il y ait beaucoup plus de candidats sur ce qu'on appelle le bloc central que pas du tout. C'est déjà une force très forte et une richesse pour ce qu'on incarne politiquement. Vous parliez de ne pas être dans l'immobilisme. Comment rendre utile justement ces 14 derniers mois avant la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron? Édouard Philippe jugeait il y a un an, rien d'essentiel, je le crains, ne pourra être accompli. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, on ne peut pas dire ça. À l'heure où les grandes puissances étrangères se réaffirment, à l'heure où les défis sont extrêmement importants au niveau national comme européen pour le quotidien des Français, on ne peut pas dire qu'on va plonger la France dans l'immobilisme et faire la planche pendant 2 ans en attendant les slogans de campagne pour 2027. Oui, mais en même temps, quand on regarde la feuille de route du Premier ministre, elle n'est pas très ambitieuse. L'actualisation de la loi de programmation militaire, c'est important. Enfin, on n'est pas dans la grande réforme. Un texte de loi sur la décentralisation, pourquoi pas? Des mesures sur l'agriculture, c'est la suite de ce qui a déjà été proposé. Donc, ce n'est pas le grand soir quand même. Vous me parlez effectivement du gouvernement et vous avez raison, moi je vous parle de l'Assemblée nationale. Et non, nous n'allons pas réfléchir petits bras. Nous avons avancé sur un certain nombre de sujets qu'on nous disait qu'il fallait repousser, sur par exemple le sujet des réseaux sociaux. Nous continuons à avancer aussi sur la fin des normes à outrance et nous le faisons à l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai, pas sous le feu des médias, mais nous continuons à avancer autour de débats extrêmement forts et intenses. Nous l'avons refait hier, par exemple sur des enjeux d'accords commerciaux qui peuvent avoir des implications extrêmement importantes sur nos secteurs économiques et sur le pouvoir d'achat des Français. Et puis nous avancerons aussi très prochainement sur un sujet important qui revient chaque année, le 1er mai. Voilà, donc le groupe Renaissance va reprendre la proposition de loi sénatoriale autorisant le travail des boulangers fleuristes, notamment le 1er mai, ça va se passer le 10 avril. Vous vous attelez au travail le 1er mai dans le cadre d'une proposition de loi. Est-ce que vous pensez déjà qu'elle peut passer, qu'il peut y avoir un consensus là-dessus? Je pense qu'il peut y avoir un consensus parce que tous les ans, nous arrivons au 1er mai avec la même problématique. Un flou juridique sur un certain nombre d'activités, par exemple, effectivement, les boulangers ou les fleuristes. Ils peuvent ouvrir, mais sans salariés. Enfin, vous m'excusez, mais c'est complètement ubuesque. Donc oui, nous ne toucherons pas, bien évidemment, au principe du jour de repos du 1er mai, du jour sur lequel on ne travaille pas, mais il faut pouvoir avoir une certaine souplesse, et cette souplesse nécessite un cadre juridique pour protéger aussi bien les employeurs que les employés. Et c'est ce que nous voulons faire sur notre niche parlementaire avec Gabriel Attal. Le 10 avril, nous apporterons une réponse enfin attendue par le terrain. La gauche et les syndicats aussi critiquent un détricotage de la fête du travail, journée internationale des travailleurs chômés depuis la fin du 19e siècle. J'entends parfaitement, mais il n'est pas question de revenir sur ce symbole extrêmement fort. Il s'agit simplement de répondre à un flou qui met des travailleurs dans la difficulté sur certains secteurs d'activité bien ciblés et bien encadrés, bien évidemment avec des rémunérations qui devront suivre quand le salarié et l'employeur sont d'accord pour le faire. Je le rappelle, tous les ans, nous avons les mêmes sujets. Est-ce qu'on continue à commenter tous les ans les mêmes sujets ou on apporte une réponse politique enfin? C'est ce que nous voulons faire avec Gabriel Attal. Donc vous voyez, on peut continuer à faire avancer les sujets du quotidien sans attendre 2027. Un tout dernier mot pour finir avec ce drame à Sanary-sur-Mer qui s'est déroulé en début de semaine. Cette enseignante en arts plastiques poignardée mardi par un jeune de 14 ans. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de tels drames? Déjà, permettez-moi d'avoir un mot pour cette enseignante, ses collègues et bien évidemment l'ensemble des élèves de cet établissement qui sont face quand même à un drame, et il faut pouvoir le dire. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder sur cela, mais il y a aussi le sujet de la sécurisation des établissements scolaires. Comment? Parce que les portiques, tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que c'est quand même très compliqué. C'est quoi la solution miracle? Vous avez la réponse dans votre question. Je ne pense pas qu'on puisse parler de solution miracle, mais de solution à travailler
collectivement. Et c'est ce que nous avions commencé à mettre en place avec Gabriel Attal, justement, quand nous étions au ministère de l'Éducation nationale, suivi ensuite à Matignon, avec une démarche où nous impliquions directement les collectivités locales sur l'ensemble des établissements scolaires. Et bien là, il faut pouvoir regarder au cas par cas sur un certain nombre d'enjeux. On ne réfléchit pas de la même façon dans un établissement, par exemple, en ville, qu'en zone rurale. Et ça, il faut faire confiance au terrain. Quand je dis confiance au terrain, concrètement pour empêcher des armes blanches entre dans des établissements ça peut être effectivement, soit dans certains cas, vous avez dit les portiques, donc je vous cite vous-même, mais ça peut être aussi un approchement humain plus important. Mais tout ça, il faut aussi le travailler. Je le dis encore une fois, c'est pas anodin, avec les acteurs de terrain. Et la puissance nationale politique, elle doit venir en renfort et en soutien financier s'il y a besoin pour mettre des dispositifs en place. Merci beaucoup, Prisca Thévenot. Bonne journée à vous.